Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans un nouveau Dragon Mag cette semaine. Pas de nouveaux matchs à se mettre sous la dent du côté de Metz Handball, mais une actualité qui reste forte avec les playoffs de Champions League, l'approche du déplacement à la Stella Saint-Maur et bien sûr l'actualité de notre invité du jour. Et quel invité! Nina Canto est avec nous. Comment ça va, Nina? Ça va super depuis que je vous retrouve, les garçons. Ah, c'est parfait. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, tu es ancienne capitaine de Metz Handball, 11 fois championne de France, 8 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue, 2 fois de la Coupe de France, de nombreuses belles aventures en équipe de France également. Et aujourd'hui, tu es responsable du centre de formation de Metz Handball. J'oublie rien, ça va? Non, t'oublies rien, c'était parfait. Bon, on va évoquer tout ça un petit peu plus tard dans l'émission, mais d'abord, il faut que je présente celui qui est en face et il connaît parfaitement bien ta carrière. Il l'a suivi de très près. On vous a vu souvent sur les mêmes plateaux. C'est Rémi Alésine. Je suis très content d'être avec Nina. Bonjour à tous. Et ben, le plaisir est partagé entre nous trois, c'est certain. Je vous trouve déjà plutôt bien en forme, plutôt souriant. On passe à la première mi-temps. Et le week-end passé a eu lieu la première manche des huitièmes de finale de Champions League. Cette phase de play-off va déterminer les adversaires en quart pour Esbjerg, Ferencváros, Győr et bien sûr Metz. Regardons tout de suite les résultats puisque Storhamar a pris l'eau à domicile face à Odense. 13 buts à rattraper à l'extérieur, ça va être assez compliqué au retour. Ludwigsburg a eu le meilleur sur Ljubljana. Coup dur pour la bande à Grazadi, Anagros et Chazastanko qui devront remonter 10 buts à domicile. Sans surprise, le Rapid n'a pas su challenger le CSM dans un derby de Bucarest, 10 buts d'écart également. Et enfin, c'est le match qui nous intéresse peut-être le plus aujourd'hui. Au terme d'un vrai bras de fer, le Podravka Vegeta a devancé le Brest-Bretagne Handball. Un tout petit but d'avance qu'il va falloir préserver. Nina, qu'est-ce que tu penses de ces résultats dans leur globalité? Alors pour celui qui nous concerne le plus, je pense que Brest va faire un gros match au retour. C'est vrai qu'elle perd sur un but à la dernière seconde. Ouais. Connaissant l'orgueil, le retour de Pauletta Fopa, à mon avis, je pense que chez elle, elle pourra faire le boulot. Alors c'est sûr que pour Ljubljana, un peu frustré pour Anna et Grace, donc les anciennes coéquipières. Mais sans surprise, finalement, je pense un petit peu Rapid CSM. Pareil, on savait un petit peu que le CSM était au-dessus. Donc non, moi j'ai hâte de voir le retour de Brest et savoir quels seront nos adversaires pour le prochain tour. Justement, cette équipe de crime, là, tu t'as tiqué aussi un petit peu dessus en disant c'est dommage pour elle, etc. Mais on aurait pu attendre plus de cette équipe-là cette saison. Il y a quand même des grandes stars dans l'équipe, alors qui sont pas toutes forcément encore à leur plus haut niveau de leur carrière, mais on aurait pu penser que Crime aurait fait mieux. Là, ce huitième de finale, il pique un petit peu dans les attentes. On pense aussi à Tamara Wacek qui blessée forcément et en rééducation et n'a pas pu participer. Oui, c'est sûr qu'on s'attendait à un résultat quand même un peu moins, avec moins d'écart. Il y a de très belles joueuses, on connaît les qualités de Grazadi, d'Anna Gross. Alors je me demande si c'est une équipe qui trouve pas encore son rythme collectif en fait. C'est que de temps en temps, une ou deux vont faire des bonnes performances, mais jusqu'à présent, on attend vraiment un gros match avec toutes les stars, entre guillemets, attendues sur la feuille de match qui soient au rendez-vous. Donc voilà, on sait que quand une équipe se reconstruit, parfois il faut du temps à voir ce que ça va donner sur la suite, mais c'est vrai que c'est dommage pour elle parce que ça va être un peu compliqué quand même de retourner la tendance, même si c'est pas impossible, on l'a déjà vu. Tout est possible, on a déjà vu des sacrés retournements de situation. Je reviens à ce Koprivnica Brest, bien sûr, Rémi. Est-ce que ça t'a surpris cette défaite de Brest d'un but? Non, pas tant que ça, et ça me conforte dans l'agacement que je pouvais avoir avant le match, c'est-à-dire des gens qui nous voyaient déjà affronter Brest en oubliant qu'il y avait un match à jouer et qu'une équipe qui se retrouve à niveau de la compétition de la Champions League qu'on avait affrontée, elle ne l'est pas par hasard. Alors l'avantage, il est quand même largement, je pense, pour Brest au match retour, mais ça nous prouve aussi qu'en Coupe de France, il ne faut pas qu'on parle de finale avant l'heure quand on parle de confrontation entre Metz et Brest, parce qu'il y aura une finale contre une autre équipe. Donc c'est un match finalement où Podravska a largement tenu tête à Brest, sans Pauletta Fopa, c'est quelque chose qui compte énormément. Au match retour dans une arène de Brest, qui sera à comble, mais qui attendra qu'une seule chose, c'est une qualification pour affronter Metz Handball. Je ne pense pas que Brest tombera une deuxième fois dans le piège, mais c'est un bel avertissement pour toutes celles et ceux qui veulent jouer les matchs avant de les jouer. Le handball, à ce niveau-là de la compétition, c'est forcément des confrontations entre deux grosses équipes. Et ce qui me surprend plus dans le tableau que tu as montré, c'est les gros écarts sur les trois autres matchs. Je trouve qu'il est... je ne voyais pas autant de déséquilibre dans ces confrontations que le montrent les matchs allés. Alors effectivement, Nina, tu l'as dit, il y a des retournements de situation qui peuvent s'opérer, mais il y a quand même 3 matchs sur 4 qui semblent largement joués déjà. Nina, ce match-là entre Koprivnica et Brest, il a été un petit peu dans tous les sens. Ça a été serré tout le long. Il y a eu +3 à un moment donné, -2. Ça a toujours été une vraie bataille. C'est dans les habitudes de cette équipe de Koprivnica cette saison. Mais le retour à la Brest Arena,
ça peut peut-être être un peu plus compliqué. On peut s'attendre à une salle comble, avoir une grosse ambiance derrière les Brestoises. Et c'est aussi une équipe qui a un effectif assez pléthorique. À quoi est-ce que tu t'attends pour le retour ? Je suis d'accord avec ce que Rémi disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. C'est quelque chose, moi, qui m'a toujours animé tout au long de ma carrière. Les gens nous voyaient souvent déjà en haut de l'affiche, alors qu'il y avait beaucoup de rencontres avant d'y arriver. Et quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, c'est une qualif. Donc en fait, il n'y a pas forcément de favori ou quoi que ce soit. C'est l'équipe qui donnera le plus de cœur parfois. Pas forcément la meilleure équipe sur le papier, mais celle qui aura le plus faim, celle qui aura le plus envie, qui peut créer la surprise. Je pense que ce match retour, il va être complexe quand même pour le Podravka, dans le sens où retour de Pauletta Fopa, ça fait un moment que Brest est privé d'elle. C'est quand même l'arme secrète de cette équipe. Autour, il y a des superbes joueuses. Entre-temps, on a pu voir aussi que Ondono avait vraiment avancé en étant alimenté par Méline, par Viakireva. Donc je me dis, avec une Pauletta qui revient, le public brestois, et puis aussi l'enjeu de se dire, on va pas se faire sortir avant Metz, hein, parce que c'est aussi ça. Je pense qu'il y a toujours cette rivalité entre les deux clubs. Elles seront prêtes, elles seront armées, mais attention, je pense que Podravka va aussi vouloir jouer le jeu jusqu'au bout. Puis tu parlais d'Anna Viakireva sur le match aller, elle a manqué pas mal de tirs, c'est pas dans ses habitudes. Généralement quand elle déclenche, elle sait trouver la mire, donc là aussi il va falloir que Podravka trouve des solutions pour endiguer les différentes forces qui sont en place. En tout cas ce match il va forcément attirer du monde devant les écrans et aussi à la Brest Arena, on l'a dit. Si vous ne l'avez pas suivi la joute aller, ne manquez pas la rencontre décisive, c'est samedi à 18h, on en parlera bien sûr la semaine prochaine puisque l'équipe qui l'emportera ou en tout cas qui saura faire la différence eh bien, sera opposée à Metz en quart de finale de Champions League. Ça aussi, on a assez hâte de le vivre, mais pour le moment, un tout autre sujet, puisque mercredi, les abonnés et bénévoles de Metz Handball étaient conviés à assister à l'entraînement des Dragons, une opération annuelle qui ne manque jamais de ravir les participants. Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette organisation annuelle ? C'est toujours assez sympa de voir ça. Ça fait quelques années maintenant que c'est en place. Ouais, ce qui me rend heureux, c'est de voir qu'on est face à devant un sport qui se professionnalise. Et c'est pas à Nina que je vais l'apprendre, que toi, ta carrière c'est une sorte de trait d'union entre, tu as commencé avec Isabelle Wendling et cette génération-là, et tu as fini dans l'athlétisation presque du handball de très haut niveau. Et il y a quelque chose qui ne change pas à Metz Handball, c'est qu'il y a toujours cette proximité avec le public. Et ça, ce genre d'opération, tu ne le vois pas dans tous les sports. Je vais stigmatiser absolument personne, parce que ce serait indécent de le faire. Mais en tout cas, en handball, ça se fait. Et en handball féminin, les gens vont voir le Metz Handball parce que ils peuvent être des fans de ce sport, ils peuvent avoir des gamins qui jouent au handball, mais ils peuvent aussi être charmés par l'histoire que racontent ces joueuses-là, qui sont accessibles, qu'ils appellent souvent par leur prénom plutôt que par leur nom. Alors qu'au foot, c'est pas la même chose, effectivement. Non, mais ça, c'est significatif. Ouais. Quand tu vois des gamines qui te disent quelle est ta joueuse préférée, ils te disent c'est Chloé. Voilà, ils te disent pas c'est Valentini. Et ça, c'est quelque chose de très significatif. Et si on veut rester dans ce cocon-là, il faut organiser ce type d'événement. Et il ne faut pas tomber dans l'effet inverse, où il faudrait trop les multiplier pour que les joueuses perdent en influx et le faire à des échanges trop proches des matchs importants. Donc là, l'équilibre, il est pour moi très habile. Nina, on l'a dit, ça n'existait pas forcément quand tu étais joueuse, mais quel était ton rapport aux supporters avant les matchs, après les matchs, quand tu avais l'opportunité de les rencontrer ? C'était quoi ton lien avec eux ? Un lien très fort, hein. Je pense que nos supporters, c'était toujours la joueuse supplémentaire quand on était en difficulté ou quand on était dans l'euphorie. Moi, je trouve que cette initiative, elle est vraiment super parce que maintenant que je suis du côté du centre de formation et que j'ai la possibilité de voir le secteur jeune, je pense que c'est aussi une belle opportunité de se rendre compte du travail, de la difficulté, de l'intensité que ces joueuses, elles mettent au quotidien pour avoir les résultats que les gens voient le week-end. En fait, ça leur permet de voir l'envers du décor. C'est-à-dire que waouh, elle gagne de 10 buts contre telle équipe, waouh, elle gagne de 15 buts contre telle équipe. Mais quand ils assistent à tes entraînements-là, ils voient l'exigence de Manu Katcha, leur qualité en tant que coach, en tant que manager, et derrière, ils voient l'engagement que les filles, elles mettent entre elles. Je veux dire, à l'entraînement, elles se mettent des pains comme en match, en fait. Sauf que derrière, on se respecte parce qu'on sait que c'est une exigence réciproque qui va permettre de tirer tout le collectif vers le haut. Ce qui est vraiment fondamental à Metz Handball et que le club a réussi à développer depuis des années, c'est qu'on a cette culture de la gagne, on a cette proximité avec le public et au quotidien, je trouve que ce que Manu et Katja ont réussi à amener, c'est comment j'optimise mon potentiel individuel pour le mettre au service du collectif. Donc plus je m'entraînais à 110%, plus le collectif va monter en compétences. Et ça, les joueuses qui signent à Metz Handball, elles y adhèrent, elles se plaisent là-dedans et je pense qu'elles se rendent compte surtout que ça les fait énormément progresser. Donc il faut rester proche de notre public parce qu'on est un sport professionnel mais avec un esprit de famille. Puis il y a une volonté de
de garder le lien, même malgré quelques aménagements. À une époque, à la fin de chaque match aux arènes, le public descendait pour aller directement solliciter les joueuses pour des photos. Alors je pense que vous le faisiez avec plaisir, et ça se voyait que c'était... en tout cas de ta part, des joueuses de ta génération, c'était fait avec bonheur. Les choses ont évolué, ça se fait plus. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais pour autant il faut faire d'autres choses. Les règles de sécurité qui ont évolué, voilà, mais il faut choses. quand même réserver des moments où, pour préserver cette unicité qui fait que le handball féminin reste très proche de son public, il faut sanctuariser un petit peu ce type de moment, et c'est très bien que le club le fasse. Et on a aussi vu beaucoup de séances de dédicaces au fil de l'année, notamment au moment des fêtes, etc. C'est aussi ça qui crée du lien avec les joueuses et avec le public, bien sûr. En tout cas, on sait que les supporters joueront un rôle capital dans les échéances de fin de saison. On sait qu'il y en aura forcément à Brest en Coupe de France, il y en aura aussi en championnat. On verra en Ligue des Champions où ça se passe, mais que ce soit à Brest ou que ce soit à Koprivnica, il y aura certainement des supporters à droite ou à gauche. Et puis, plus loin, sait-on jamais, on verra. Mais on va pas pour le moment se porter à l'œil, on l'a dit, match après match. C'est le motto de cette histoire. En tout cas, pour le moment, on va passer à un nouveau sujet. On va laisser les supporters tranquillement de côté. Ils ont des matchs à voir. On va parler du retour du championnat mercredi prochain sur le terrain de la Stella Saint-Maur. Coup d'envoi de plusieurs matchs à l'extérieur en avril, et surtout d'un mois d'avril qui pourrait s'avérer un petit peu décisif avec plusieurs matchs clés. Il y aura Brest en Coupe de France, le quart de finale de Champions League. Il faudra retrouver les arènes pour le match retour, et il y aura la réception de Mérignac. Ce sera entrecoupé aussi d'une trêve internationale. Rémi, mois décisif ce mois d'avril. Alors tu vas me dire que tous les matchs sont importants et qu'il faut faire attention à tout, mais celui-là, on voit quand même qu'il y a des matchs qui sont clés. Tu peux perdre 2 trophées. Tu veux perdre 2 trophées sur un mois. Si tu es très pessimiste, c'est le côté ingrat d'une saison de handball. C'est pas le seul sport, c'est que pour le moment tu es invincible, tu parais intouchable, et tu vas jouer un quart de finale de Ligue des Champions qui sera forcément face à un adversaire redoutable, une demi-finale de Coupe de France qui sera face à ton plus gros rival en France. Donc oui, c'est un match, c'est un mois capital, mais j'ai envie de te dire que ça, tu le sais dès le début de la saison. Donc la structuration d'un club qui vise le haut niveau suprême, c'est de faire en sorte que tes joueuses soient au top à ce moment-là. L'exemple le plus marquant, c'est en football, c'est le Real Madrid. Ça arrivait très souvent que jusqu'au janvier, tu te demandes s'ils vont pas faire une saison blanche. Et à partir de janvier, c'est une équipe qui est complètement imbattable. C'était le cas à l'époque de Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, il paraissait rincé. Et puis, bon. Donc ça, tu le sais. C'est une donnée que prennent en compte le staff et le préparateur physique de Metz Handball. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, mais beaucoup d'inquiétude quand on voit l'adversité qui va nous être présentée, parce que le match aller contre Brest en championnat a certes accouché d'une victoire pour Metz Handball, mais aussi montré que l'adversaire que sera Brest sur la demi-finale de Coupe de France, et que pourrait être Brest, je dis pourrait, sur le quart de finale de Ligue des Champions, ce ne sera pas une affaire très facile. Nina, tu en penses quoi de ce calendrier du mois d'avril qui va être assez décisif ? En fait, c'est exactement ce que disait Rémi. Je pense que tout le reste de la saison, on travaille pour s'offrir ce mois d'avril. En fait, c'est le mois des possibles. Tout est possible sur le mois d'avril. Maintenant, je sais que le staff, le club, ça fait plusieurs années qu'on se retrouve dans cette situation-là. On a l'habitude de le gérer. Les joueuses, chaque saison, on apprend aussi des réussites et des échecs, parce qu'on en a connu, malgré tout. Mais sincèrement, l'équipe, là, je la sens très alerte, très ensemble, et j'ai vraiment un bon feeling. Je trouve qu'il y a un truc fort qui se dégage de ce collectif là cette année. Il est très dense. Il est très dense, il y a vraiment des joueuses de grande qualité sur tous les postes, comme sur toutes les autres saisons, mais j'ai la sensation qu'on a encore pris en maturité, même si on a changé les joueuses. Voilà, que l'histoire a laissé des traces, et que du coup, celles qui sont là, elles vont être peut-être plus alertes des échéances qui nous attendent. Et puis, tu parlais du public, tu parlais un petit peu de tout ce qui tourne autour du club. Quand on est joueuse, on le fait pour nous, parce qu'effectivement, on s'entraîne parce qu'on a envie de gagner en équipe, ensemble, mais on le fait aussi pour toutes les personnes qui gravitent autour du club, que ce soit les salariés, que ce soit les bénévoles, que ce soit les supporters. On sait que ces moments-là, c'est un moment fort pour eux, et le sport, c'est vecteur d'émotions, et le mois d'avril, je pense que ça va être un mois plein d'émotions. On s'attend à de bonnes émotions, et on va rester vigilant. Un grain de sable peut faire enrayer la machine à n'importe quel moment, et c'est justement pas le moment. Nous, notre machine à Dragon Mag, elle est très bien huilée, et justement, on va passer à la deuxième mi-temps.
Et cette partie d'émission, elle va te concerner particulièrement, Nina, puisque certains ont peut-être loupé quelques épisodes depuis ta retraite des terrains. Rémi et moi, on est plutôt bien renseignés, on a suivi ça de très près, tout est classifié, mais derrière l'écran, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont manqué quelque chose. Qu'est-ce que tu deviens, Nina? Déjà, merci pour la photo parce que je suis pas énervée. C'est rare. Voilà. On allait chercher des photos souriantes, énergiques. Ouais, non, c'est bien. Là, elles ont dû faire un truc super, là, les joueuses. Non, entre-temps, j'ai travaillé dans différentes entreprises en tant que directrice commerciale. Et puis, j'ai monté ma boîte qui s'appelle NK Sport Connexion, où je fais des conférences et j'anime des ateliers en team building pour mettre en parallèle la réussite dans le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat. Mais je suis aussi et surtout directrice du centre de formation de Metz Handball. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner des jeunes qui sont en train de vivre des choses par lesquelles moi-même je suis passée et à qui je souhaite de devenir des futurs dragons. Et une maman accomplie aussi, on remercie au passage ta fille qui t'a permis de venir ici aujourd'hui. Voilà, tu peux dire merci à Nayata, tu veux qu'elle te dise bonjour la prochaine fois qu'elle te croise. Hein. On fait ce qu'on peut. Justement, tu as pris la direction du centre de formation après Clément Alcacer, qui est aujourd'hui coach de Dijon. Comment se porte le centre aujourd'hui? Comment ça se passe du manière générale? Écoute, ça se passe bien. J'ai pris donc la responsabilité du centre il y a 3 saisons maintenant. Je trouve qu'on commence à avancer. Alors, c'était pas du tout prévu dans mon plan de carrière. Sincèrement, Thierry m'a appelé et m'a dit avec Manu, voilà, on aimerait que tu reprennes le centre de formation. Alors moi, j'étais complètement dans mes activités de conférencière. Et à cette époque-là, j'entraînais à Montigny. Et c'est vrai que l'opportunité de pouvoir entraîner des joueuses qui ont un rêve et qui ont envie d'aller toucher ce que moi j'ai eu la chance de toucher et voir plus, ça m'a un petit peu animée parce que je me suis dit waouh, t'as quand même la possibilité aujourd'hui de transmettre quelque chose et de partager un petit peu ce que Metz Handball a pu t'apporter. Donc ouais, le centre se porte bien, on a des joueuses avec des caractères différents qui sont à une période de leur vie où c'est très enrichissant mutuellement dans la relation entraîneur-entraîné, mais non, je suis sensible dans mon recrutement à recruter des jeunes qui ont des valeurs du club. Ça, c'est fondamental pour moi. Et qui ont des valeurs que je peux partager avec elles. Voilà. Mais par rapport à je me permets juste, par rapport à ton projet personnel, on se doute qu'une carrière de sportif de haut niveau, quand ça s'arrête, on en est marre. On n'a pas envie de faire les déplacements, on n'a plus envie de voir des séances de vidéos de handball, on n'a plus forcément même envie de voir un match de handball. Toi, tu n'as pas forcément coupé avec le handball, mais tu as coupé avec le terrain. C'est-à-dire que tu n'es pas devenu coach, tu t'es exonéré un petit peu de ça et y es revenu. Est-ce qu'à un moment donné, il y a forcément un manque? Est-ce qu'on a envie forcément de retrouver des fiches de stats? Est-ce qu'on a forcément envie de retrouver ce monde-là? Ou alors pas du tout, et quand on t'a appelé, tu t'es vraiment posé cette question? Alors je pense qu'il n'y avait pas le manque au moment où on m'a appelé parce que j'étais dans un autre univers et que j'ai beaucoup appris aussi du milieu de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. La possibilité d'être ta propre patronne et de travailler avec tes valeurs, avec ton mood un peu. Pour moi, c'était déjà quelque chose de super. Je pense que par rapport à ma personnalité, ce dont j'avais vraiment besoin, en fait, c'est de transmettre, de partager. Et les team building et les conférences, finalement, de par mon partage d'expérience, je transmettais, je partageais. J'adorais voir les gens derrière l'animation sportive dire « Oh, lundi, j'ai envie d'aller au boulot » et de tout défoncer. Voilà, je pense que humainement, c'est quelque chose qui m'a animée. Maintenant, quand on m'a recontacté pour ce poste-là, forcément, au départ, vous vous dites, est-ce que je suis légitime? Parce que bon, j'ai pas entraîné depuis 10 ans, j'ai joué, mais voilà. Donc, j'ai passé mes diplômes comme tout le monde, dans un mode un peu accéléré parce que il y avait des impératifs pour le club et il fallait que je puisse être opérationnel au moment où ils avaient besoin de moi. Mais je pense qu'en fait, dès le premier match, je me suis rendu compte que ça me manquait. Ça me manquait, qu'est-ce qui me manquait? C'est l'adrénaline. En fait, le fait d'être responsable du centre de formation et de coacher la N1, en fait, ça me permet de prolonger le rêve et l'aventure. Parce que les émotions de mes joueuses, je les vis avec elles. Elles marquent un but, j'ai l'impression que c'est moi qui ai marqué le but. Des fois, j'ai même presque l'impression que je vais rentrer sur le terrain tellement... J'ai oublié que la ligne jaune, là, quand t'es coach, tu peux pas la franchir. Ouais, Mathieu, il rigole tous les week-ends. J'assiste à ça régulièrement. Du bon, mais tu vois, ce fait de te dire, tu prends des gamines qui, je pense, n'ont aucune idée de ce que c'est que le haut niveau, que toi, tu peux leur permettre un peu de tâter ce que c'est dans l'exigence, dans le volume d'entraînement, parce qu'on s'entraîne énormément avec le centre de formation de Metz Handball. Moi, je les entraîne comme des pros. Parce que je suis persuadée qu'en fait, aujourd'hui, les jeunes, il faut arrêter d'être dans cette bienveillance toxique, de les mettre dans un petit cocon là et dire non, on va pas trop te faire, on va pas trop te surmener. Le haut niveau, c'est dur. Le haut niveau, c'est dur, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de détermination, ça demande un mental d'acier. Et je pense qu'en fait, c'est le moment de leur faire prendre conscience, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas? La deuxième chose, c'est quand on voit Metz Handball gagner, parfois les gens ils se disent, il suffit de mettre la jupe pour devenir une dragonne. Ouais, ça a l'air simple. Mais pas du tout. Pas du tout. Et moi, ce que j'adore, c'est que je leur dis souvent, je suis comme Dora, je remplis ton sac à dos là, et moi, l'objectif, c'est que tu sois agile sur les savoir-être, savoir-faire,
et savoir vivre. Parce que pour moi, c'est très important. Bien entendu que je développe leurs compétences handballistiques. On travaille sur des savoir-faire qui sont importants pour l'équipe 1, parce que le but, c'est qu'elle puisse suppléer, voire gratter une petite place dans le collectif pro. Mais je dis que j'adore en fait la jeunesse et j'adore ce rôle-là parce qu'on transmet des valeurs. On transmet des valeurs. Je pense que quand on entraîne des jeunes, on est plus dans la transmission de valeurs, et quand on entraîne des pros, on est plus dans la gestion des égos. Et moi, je pense que je suis plus faite pour tout ce qui est transmission de valeurs, parce que mes handballs, je l'ai dans le sang. Je pense que je vis mes handballs, je respire mes handballs. Donc c'est facile de transmettre à cette génération-là. Alors justement, je reviens sur ce centre de formation. Rémi, il est toujours aussi important pour mes handball. Il y a énormément de joueuses qui sont sorties du centre et qui ont ensuite percé au niveau professionnel. Je pourrais en citer quelques-unes. Sarah Bouktit et Maja qui sont passées par le centre de formation, bien sûr. Zalia Tamlamali, Manon Hérard, Anne-Emmanuelle Augustine, Mélanie Alter, Marie-Hélène Sachka, les sœurs Canor, Ilona Dirocco, Julie Leblévesque. On peut en citer plein et encore plein d'autres encore qui ont percé en ne passant pas par l'équipe professionnelle de mes handball, mais en passant par parfois des équipes de D2, etc. en montant. C'est encore et toujours, malgré les considérations de budget, etc., le centre de formation qui a alimenté ces dernières années le savoir-faire des Dragons. Tu te rends compte que si tu prends chaque génération qui a fait un Final Four récemment en Ligue des Champions, elle est à chaque fois portée par 2, 3 voire 4 joueuses qui sont du centre de formation et pas forcément des doublures. C'est-à-dire Grace Zahadi, c'est-à-dire la sœur Canor, c'est-à-dire Méline Nokandi, c'est-à-dire aujourd'hui Sarah Bouktit. Voilà, c'est significatif. Ces joueuses-là, si tu dois les acheter, prendre leur contrat quelque part à travers l'Europe et les faire signer dans ton club et leur assurer le salaire qui doit s'aligner sur leur niveau, tu pourras jamais le faire. Tu pourras jamais le faire à Metz Handball. Donc réussir à le faire grâce à ton centre de formation, c'est une prouesse extraordinaire. Il n'y a pas d'autre club en Europe qui produit des joueuses de ce niveau-là et qui arrive à les concerner aussi longtemps par le projet messin. Parce que une joueuse comme Sarah Bouktit qui se réengage à Metz Handball, c'est un exploit. C'est battre Győr autre part que sur un parquet de handball. C'est une victoire de convaincre cette joueuse-là que son intérêt est également de rester à Metz. Alors forcément que tu lui offres une garantie financière supérieure, mais tu ne lui offres pas ce que pourrait lui offrir quelqu'un d'autre. Donc le centre de formation de Metz Handball, il est primordial. Et je peux rebondir juste pour poser une question à Nina là-dessus. C'est-à-dire que ça, l'excellence, c'est ce que recherchent, c'est l'idéal que peuvent rechercher les joueuses. Mais comment toi tu arrives à leur faire encaisser un possible échec qui serait de ne pas être Sarah Bouktit ou Grace Zahadi, mais d'être une joueuse professionnelle dans un autre club de handball, ce qui est aussi un gage de réussite et un succès de centre de formation. Comment tu fais pour que ce ne soit pas forcément vécu comme un échec pour une joueuse qui ne deviendrait pas forcément une joueuse comme ça? Je pense en fait qu'il faut changer un petit peu le mindset des jeunes, c'est-à-dire que déjà quand elle me dit je veux être la future une telle ou un tel, je dis sois toi-même, elle est déjà prise. Il y a des choses dans la vie et les qualités intrinsèques. On n'a pas travaillé pour, on les a, on court vite, on saute haut, on tire fort. Les qualités extrinsèques que nous, on est censé leur amener par rapport à l'écosystème dans lequel on les fait évoluer pour qu'elles puissent performer et à développer des savoir-faire. Moi, je pense que quand on parle à la jeunesse, l'objectif, c'est donner le meilleur de soi-même. Donner le meilleur de soi-même parce que vous savez, vous pouvez être une joueuse moyenne, mais vous êtes sur une génération où il n'y a personne et vous allez performer. Et vous pouvez être une super joueuse et être sur une génération où il y a beaucoup de monde. Et malheureusement, il n'y aura peut-être pas la place pour vous, mais ça ne fait pas de vous une moins bonne joueuse que les autres. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout faire comprendre aux jeunes qu'à partir du moment où elles ont tout fait, elles ont tout mis en œuvre pour donner le meilleur d'elles-mêmes, leur destin, c'est le meilleur. C'est le meilleur qui puisse leur arriver. Parce que malheureusement, tu as plein de gens qui s'entraînent dans tous les sports, tout le monde ne sera pas en équipe de France, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je pense que le seul regret qu'on peut avoir, c'est de se dire « Ah, j'aurais pu faire plus ». Ouais. Voilà. À partir du moment où tu donnes ton maximum, je pense que c'est important. Et pour enchaîner sur ce que tu dis aujourd'hui au niveau du centre de formation, les difficultés que je peux avoir quand j'essaie de convaincre des jeunes de rejoindre notre centre, c'est qu'elles se disent ouais, mais pour jouer avec les pros à Metz, c'est super dur, c'est quasiment impossible. Et je pourrais peut-être jouer en D1 dans un autre club plutôt que d'être dans une centre de formation de Metz Handball et perdre une année. C'est exactement. Alors ça, c'est ce qu'elle me disait. Moi, je pense, tu vois, ça revient à ce que je dis tout à l'heure, ça dépend où est-ce que tu mets ton curseur. Une joueuse, l'exemple, je vais pas donner le nom, gauchère, qui me dit oui, mais je préfère aller dans ce club-là parce que je vais être deuxième en LBE tout de suite, donc 17 ans la gamine, je vais être en LBE tout de suite, donc je pense que je veux progresser, ça va être super. Ok, c'est quoi ton objectif? T'es gauchère, dans 3 ans tu seras en LBE. Je te le dis parce que déjà t'es gauchère et que c'est des postes où on est en galère, donc tu joueras. Maintenant la question qu'elle doit se poser, c'est quoi? Est-ce que je vais être une joueuse de LBE ou est-ce que je vais être une joueuse qui a décroché des médailles à l'international? Parce qu'en fait, c'est ça, nous, le projet de Metz Handball au niveau du centre de formation. C'est de dire, pendant 2 ans, on travaille sur toi, sur tout ce que tu as envie de développer, tout ce que tu as envie de travailler.
Vraiment, tu es au cœur du projet et tu n'es pas dans une équipe où finalement ils vont jouer le maintien tous les week-ends, donc le coach il est obligé de capitaliser sur ce que tu sais déjà faire, sur ton pouvoir magique sans en développer les autres. Donc en fait ça dépend de ton curseur. Moi si tu fais une joueuse de LBE, une simple joueuse de LBE, effectivement je pense que c'est pas nécessaire de venir au centre de formation de Metz Handball. Par contre, si tu veux vraiment aller au bout de toi-même et chercher ton excellence, je reste persuadé qu'on est le centre de formation dans lequel il faut aller, parce qu'aujourd'hui on a un volume d'entraînement, on a des infrastructures, on a un staff. Je veux dire, à un moment donné, on a quand même Manu et Katia qui sont en relation avec nous. Les filles montent pour faire des séances avec les pros. Elles ont les conseils d'une Alison Pinault, d'une Cléopâtre Darleux, d'une Chloé Valentini. Excusez-moi, je pense que c'est valorisant et ce sont des choses qui peuvent vous faire avancer. Donc moi, je suis très fière d'être responsable de ce centre de formation. Et je pense que même si ça va être de plus en plus difficile d'attirer les top profils, je pense qu'on reste quand même le même centre de formation. On peut prendre l'exemple de Léna qui n'est pas passée par chez nous et qui revient aujourd'hui. Au départ, c'était pas si facile que ça. Là, ça y est, elle commence à prendre son envol. Mais je pense que quelque part, il y a aussi cette formation spécifique Metz Handball qui fait qu'à un moment donné, t'encaisses la charge d'entraînement, tu sais ce que c'est que l'exigence, tu sais comment te préparer pour les matchs mentalement. Et il y a toute une dynamique, une gymnastique qui fait que moi, toutes les joueuses que j'ai eues au centre et qui aujourd'hui sont dans d'autres clubs, en fait, tous les coachs me disent « Waouh, si on pouvait avoir des joueuses qui sont autonomes comme ça, ce serait super. » Parce que c'est quelque chose que nous, c'est une des valeurs qu'en tout cas, on essaye de leur inculquer. Alors justement, parlons-en un peu plus de tes joueuses. Cette année, en National 1 féminine, ton équipe nage sur l'eau. On va le voir au classement rapidement. Après 16 matchs, le compte de points se porte à 48, soit 100% de victoire. La différence de but est de plus 167, ce qui dit aussi quelque chose. La deuxième équipe, c'est la Stella Saint-Maur avec 40 points. Besançon et Strasbourg sont à 10 points derrière. Autant dire que la première place commence à se dessiner assez précisément à 6 journées de la fin. Comment ça se passe de ce côté-là ? Alors c'est vrai que la saison est excellente. Là, j'adore parce qu'en début de saison, à chaque fois, les filles me disent « T'es sûr, avec notre équipe, on va réussir à faire quelque chose ?» J'adore. J'adore quand elles me disent ça parce que je leur dis toujours faites-nous confiance, voilà, à Samuel et moi, pour faire le boulot qu'il faudra faire pour pouvoir performer. Ce qui est génial dans cette équipe, c'est que quand tu regardes les stats, c'est très réparti. C'est très hétérogène parce que le danger vient de partout. La chance que j'ai, c'est de pouvoir m'appuyer sur le projet de jeu de Manu et Katia, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que quand les filles montent, elles connaissent les enclenchements, elles soient prêtes pour venir vraiment renforcer les séances du collectif pro. Et l'ADN de Metz Handball, c'est défendre dur et courir. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 3 ans et que j'adore mettre en place. Maintenant, il faut qu'on fasse attention parce que je disais aux filles, on est dans la période la plus charnière de la saison selon moi. D'une, on a Ivana Tangana qui est blessée avec son doigt, donc elle avait 6 à 8 semaines d'arrêt. Ça reste l'une des meilleures joueuses du collectif. Mon poste 3, mon arrière gauche. Là, donc du coup, Claire Kostner prend le relais et c'est très bien pour elle par rapport à ce qui lui attend pour la suite, mais on y reviendra plus tard. Je leur dis qu'il faut faire attention parce qu'on peut se croire trop belle. Et c'est là aussi où je vous dis que j'adore être avec les jeunes parce que le match avant Utes, je savais qu'on allait galérer. Je savais que ça allait être un match de MERDE parce qu'il faut pas dire d'insulte à la télé. Attention. Hein. Voilà. Et en fait, le samedi matin, j'essaie de les alerter en leur disant écoutez, si vous voulez pas vous entraîner, on rentre à la maison, quoi. Je sais ce qui vous attend demain. Si vous voulez pas vous entraîner, on rentre à la maison. Chacun a envie de voir sa famille. Si ça vous intéresse pas, on me regarder comme ça un peu choqué. Et je leur expliquais une chose. Déjà, le coach, il est là pour te faire voir ou te faire entendre ce que tu n'as pas envie d'entendre, ce que tu n'as pas envie de voir. Et comme je leur dis, à leur âge, j'étais pas parfaite. Mais par contre, mon vécu doit me permettre de leur éviter de tomber dans les pièges dans lesquels moi je suis tombée. Donc je sais exactement comment elles fonctionnent, mentalement, physiquement et collectivement. Et c'est pour ça que je leur dis, quand je vous pousse des signaux d'alerte comme ça, c'est pas pour vous engueuler ou vous mettre plus bas que terre, c'est pas ça. C'est pour que vous soyez vigilante. Parce qu'en fait, je pense que jusqu'à la fin de la saison, notre pire ennemi, ce sera nous. Malgré cette approche-là, est-ce que tu te projettes quand même un petit peu dans un coin de la tête vers pourquoi pas jouer des finalités, pourquoi pas aller un peu plus loin ? On se souvient de 2019, on va avoir des images qui commencent à dater un peu, mais il y a des visages qu'on connaît très bien dedans. Le club est allé remporter tout simplement le championnat de National 1 féminine jusqu'à la finale. Ça donne envie, ça aussi ? Ouais, ça me donne envie pour les filles. Ça me donne envie pour les filles parce que là, en plus, c'est la 3e saison et c'est la fin d'un cycle. Fatima et Claire, ce sont les dernières de la première saison. Sur laquelle j'ai été en responsabilité du centre. On voit les images de 2019 en même temps. Voilà, et donc je me dis, ce serait un beau cadeau pour ces filles-là et ce serait un bel héritage pour celles qui vont poursuivre l'aventure. Sur les saisons précédentes, je crois qu'on n'était pas forcément autorisé, il y avait un nouveau règlement au niveau des CF qui n'était pas invité sur les finalités. Je leur en ai pas parlé, malheureusement elles ont eu l'information, mais je suis comme Rémi, moi je me dis toujours match après match, ok aujourd'hui il reste 6 matchs, on a 4 victoires d'avance sur le deuxième. Mais en fait, j'ai envie de tout gagner, quoi.
J'ai envie de tout gagner parce qu'elle travaille tellement dur et je suis tellement exigeante avec elle que j'aimerais qu'elle s'offre ce beau cadeau. Il nous reste assez peu de temps, mais un sujet sur lequel je voudrais qu'on revienne, tu l'as teasé un petit peu juste avant. Fatima Camara, la gardienne et capitaine de l'équipe, s'est engagée la saison prochaine en deuxième division avec Parlant de Besançon. Claire Cosner, ça a été officialisé tout frais cette semaine, signe son contrat pro avec Metz Handball, mais est prêtée pour 2 saisons du côté de Saint-Amand. Pardon, j'ai eu du mal. Qu'est-ce que ça représente pour toi de voir ces joueuses-là prendre leur envol et saisir aussi leurs opportunités pour être des joueuses de haut niveau? Beaucoup, ça a un sentiment de devoir accompli quelque part parce que je leur dis souvent, moi je suis une accompagnante. Vous venez me voir avec un projet, vous intégrez le club de Metz Handball avec des objectifs et des challenges. Nous derrière, on essaie de tout mettre en place pour que vous puissiez les atteindre. Donc un sentiment vraiment de devoir accompli et de me dire, voilà, on les a mises sur la route, maintenant c'est à elles de faire le reste du boulot. Fatima, forcément Fatima, beaucoup d'affection parce que ma capitaine, en termes de valeurs, on partage beaucoup de choses. Elle a eu des passages pas forcément très évidents avec les U20 ou parfois sélectionnés, pas sélectionnés, donc une grosse période de doute. Et là, la possibilité d'aller jouer en D2 à Palante, je pense que c'est très bien. Pourquoi ? Parce que gardienne de but, c'est un poste à maturité tardive. Et j'estime qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est bien de consolider les choses. Elle sera entraînée par Euphémie, en plus que j'ai la chance de connaître. Donc je sais l'envoyer dans un environnement qui sera bien pour elle. Et Claire, c'est pareil, Claire c'est le petit génie, pour moi c'est une gamine qui pue le handball. C'est une pépite. Franchement elle pue le handball et c'est vrai que j'ai vu arriver une gamine, là ça devient une jeune femme. Le challenge c'est beaucoup de travailler sur la gestion de ses émotions et sa capacité à porter un groupe. Depuis le départ de Delia, donc à Paris 92, parce qu'il y a aussi Delia qui était partie en cours de saison et que je suis, on s'appelle toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où j'ai pas de nouvelles de mes anciennes joueuses. Là elle a la charge de l'équipe avec la blessure d'Ivana. Ce qui est bien pour elle, c'est que ça fait 2 mois là, en fait, je lui dis, on gagnera grâce à toi, on perdra à cause de toi. Et je pense que c'est un bon apprentissage, c'est une bonne posture avant d'aller affronter le challenge qui l'attend à Saint-Amand, parce que malgré son jeune âge, elle aura tout de suite de très grandes responsabilités. Donc je suis fière de ces gamines, parce que le travail, c'est elles qui le font. Nous, on est là juste pour accompagner et mettre des choses autour d'elles pour que ça se passe au mieux, mais ça part d'elles. Moi, je leur dis toujours, ça part d'elles. Je leur remercie pour leur confiance. Voilà, je les remercie de m'avoir fait confiance en intégrant le centre de formation de Metz Handball et forcément, pincement au cœur parce que ce sont mes fifis. Donc je vous dis pas, je sais que je verserai quelques larmes. On s'habitue aux gens, on les voit tous les jours, 2 fois par jour. Les parents vous confient un peu leurs enfants, moi-même maman, donc je ressens un petit peu cette émotion-là et je m'attache très vite. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un rentre dans mon cœur, pour en sortir, c'est très difficile. Donc voilà, loin des yeux mais très près du cœur et je pense qu'elles feront une très belle route et une belle carrière toutes les deux. Bon, on va continuer à les suivre du coin de l'œil tes fifi, sans aucun doute. Merci Nina d'avoir été présente sur le plateau pour cette émission. Merci à toi aussi Rémi. C'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour une nouvelle édition de votre rendez-vous handball. À plus.